Le 11 septembre 2001. 4 avions ont changé l'Amérique et le monde pour toujours. Les catastrophes n'arrivent pas d'elles-mêmes. Ils sont déclenchés par une série d'événements critiques. Dévoilons les décisions factieuses prises quelques secondes avant la catastrophe. New York, Ni. Griffiths. 11 bases aériennes septembre 2001. 7 heures du matin. Les États-Unis se préparent à la guerre. L'opération Vigilant Guardian simulera une attaque en provenance des frontières du pays. Il est responsable de 2,5 millions de kilomètres d'espace aérien qui va de Washington DC et les de New York, en passant par Chicago jusqu'au centre du pays. Nous pratiquons toutes nos procédures pour que si nous partons en guerre, nous soyons prêts. Mar ne sait pas ce qui va se passer dans les manœuvres d'aujourd'hui. Votre équipe doit être prête à faire face à toute menace venant de l'extérieur du pays. À 400 km de là, 5 passagers se préparent à embarquer à l'aéroport Logan de Boston. Ils vont prendre le vol 11 d'American Airlines vers Los Angeles. Des vérifications de sécurité aléatoires permettent de sélectionner 3 des passagers, mais les 5 passent les commandes sans difficulté. Le vol 11 d'American Airlines est l'un des plus de 5 vols commerciaux qui voleront dans le ciel au cours de la prochaine heure. J'étais responsable de l'espace aérien national. C'était mon premier jour et j'étais très content. 7h59 du matin. Le vol 11 d'American Airlines décolle de Boston. Votre route vers Los Angeles vous mènera à l'ouest. En charge de la section touristique est l'agent de bord numéro 3, Betty ONG. L'avion n'est pas plein, donc ce sera un vol détendu. 802. Le colonel Bob Marr et son équipe attendent de commencer leur manœuvre de défense aérienne. Personne ne sait ce qui se passe sur le vol numéro 11. Abonnez-vous à la chaîne. 15 minutes après le décollage. Avec des milliers de vols dans le ciel chaque jour, ce n'est pas inhabituel. Mais à 24 heures, le contrôle de la circulation aérienne entend un message du poste de pilotage. Nous avons plusieurs avions, ne dites rien et vous serez bien. Retour à l'aéroport. Le message s'adressait uniquement aux passagers. Cependant, les contrôleurs de la circulation aérienne de Boston le considèrent suspect. 11 américain 8.28. Le rapport vient à Ben Sliney. Notre expérience avec les enlèvements est qu'il se termine sans incident majeur, donc je n'étais pas inquiet qu'un enlèvement ait eu lieu. 8h34 hectoampères bord, Betty ONG a réussi à parler avec la compagnie aérienne en appelant le centre de réservation de Raleigh, en Caroline du Nord. Peuvent-ils entrer dans le cockpit ? Non, l'équipage du cockpit ne répond pas au téléphone et la porte ne s'ouvre pas. Nous ne savons pas qui est à l'intérieur. Les numéros 1 et 5 ont été poignardés. 8.35. L'avion ne répond pas au contrôleur et s'est détourné de sa route vers New York. Dès que je me suis assis dans ma chambre, le centre-ville de Boston a appelé et m'a dit « C'est l'Américain. Une fois la recherche, ils disent qu'il a été détourné. » Les pirates de l'air ont déconnecté le transpondeur de l'avion. Ce qui signifie que Bottiglia ne connaît ni la vitesse ni l'altitude de l'avion. Il ne voit que le signal radar. Nous savions qu'il était dans les airs, mais c'était pratiquement tout ce que nous connaissions. 8.38 du matin. Alarmé par le silence de la radio, un autre contrôleur a appelé le secteur militaire du nord-ouest de la défense aérienne. Avez-vous demandé une aide militaire ? Oui. Pouvez-vous envoyer les F-15 ? Oui. Demandez-vous les F-15 ? Oui. Les épicentres d'Otis. La demande est si inhabituelle qu'elle parvient au colonel Marr. Oui. Une seconde. Normalement, ils auraient dû passer par les lignes de commandement de la force aérienne. Bien que l'appel à l'aide ne soit pas courant, Mark le prend très au sérieux. Nous sommes immédiatement entrés en action et avons alerté la base Otis Air Force. Otis Air Force Base dans le Massachusetts est à 250 km au nord-est de New York. Dans une tentative de trouver l'avion survolant New York, Dave Bottiglia contacte un autre avion dans la région. Veuillez changer les transpondeurs. 8h43 hectoampères bord du vol American 11, l'hôtesse de bord Betty ONG s'efforce d'informer l'équipe au sol de ce qui se passe dans l'avion. Je ne peux pas monter dans la cabine. Oui, bien sûr. Vous allez très bien. L'avion va sans but. Je ne sais pas où ça va. Betty, dis-moi quelque chose. Betty, es-tu toujours là ? 8.46. Le vol d'American Airlines s'écrasa dans la tour nord du World Trade Center entre les étages 93 et 99. 8.50. 4 minutes après l'impact. Au centre de commandement de l'Air Force, Ben Sliney ne sait toujours pas ce qui vient de se passer à New York. Un de nos contacts militaires m'a dit que CNN disait qu'un petit avion s'était écrasé dans le World Trade Center. Oui, monsieur, pouvez-vous me montrer cela à l'écran ? Il regarde ce qui se passe en direct. C'est une imagerie dévastatrice. C'est le World Trade Center, nous dit-on ce matin. La première chose que j'ai vue était une énorme conflagration et au fond, je savais que ce ne pouvait pas être un petit avion. J'avais une mauvaise sensation de ce que je voyais. 8.51 le matin. Dans la tour de contrôle de Long Island, Jay Bottiglia s'inquiète d'un autre avion, le vol 175 de United Airlines. C'est alors que j'ai paniqué. J'ai regardé mon patron et j'ai dit, je pense en avoir un autre. 9h du matin. Il y avait une personne lisant les chiffres à haute voix. 6000, 4000, 2000, et ils ont dit, il va s'écraser au sol. Mon Dieu, c'est au milieu de la tour. À 9h03, le vol 175 s'écrase dans la tour sud.
Le colonel Bob Mark ne peut pas croire ce qu'il voit à la télévision. À ce moment-là, nous avons changé d'approche. Ils attaquaient New York. Ce n'était pas des jeux de guerre, c'était réel. Il envoie les F-15 directement à Manhattan. Laissez-les voler à l'altitude nécessaire pour atteindre le centre. C'est la région. 904 au centre de commandement de l'Air Force, Ben Sliney fait face à un défi inimaginable lors de son premier jour de travail. À cette époque, tous les avions me semblaient suspects. J'ai immédiatement émis une ordonnance nationale d'interdiction de vol, ce qui signifie qu'aucun avion ne pouvait décoller ou entrer dans notre espace aérien. Il avait coupé le transpondeur et perdu le contact radio. Les F-15 sont arrivés à Manhattan. La scène est dévastatrice. C'est alors que nous avons déduit que Washington DC pourrait être l'une des cibles. Mon Dieu, ce sont des images en direct de Washington. Il semble que de la fumée sort du Pentagone. En voyant le centre de défense du pays en feu, Ben Sliney décide de prendre des mesures décisives. 3 avions étaient déjà trop sérieux pour ne rien faire. Il ne pouvait pas contrôler physiquement les avions, mais il pouvait les sortir du ciel. Je suis Ben Sliney, chef du contrôle aérien. C'est alors que j'ai ordonné à tous les avions d'atterrir quelle que soit leur destination. Bien que les avions atterrissent, à 9h44, les contrôleurs de l'air voient un quatrième avion, l'United 93, qui commence à suivre un schéma similaire. Ils avaient averti les pilotes d'éventuelles intrusions dans le poste de pilotage. 9.59 au World Trade Center. Il tombe. La tour sud de 110 étages s'effondre. Les contrôleurs tentent de savoir si l'United 93 a été détourné. Pendant que nous regardions United 93, nous avons reçu des nouvelles qu'un avion s'était écrasé dans la région et que de la fumée sortait. Nous avons supposé que l'avion s'était écrasé en Pennsylvanie. L'avion s'est écrasé 20 minutes après le décollage, à quelques miles de Washington DC. Les 44 passagers et membres d'équipage sont tués sur place. Ce sont les premières images. Tout suggère qu'il n'y a pas de survivants. 25 minutes plus tard, au centre-ville de Manhattan, la tour nord du World Trade Center s'effondre. En 102 minutes, les 4 avions détournés ont coûté la vie à près de 3 personnes. Mais quand la découverte principale arrive, elle est loin du lieu de la tragédie. Ken Maxwell est un des agents du FBI de Manhattan. Mohamed Atta, qui volait sur le vol 11, avait quitté sa valise. Heureusement, la valise n'est pas arrivée à l'heure pour le vol de Portland, Maine. La valise contenait des informations uniques et des preuves qui l'identifiaient comme l'un des auteurs de l'attentat. À partir de ces informations, un réseau de milliers d'agents du FBI a identifié en 72 heures 19 suspects. Conséquence ? Maintenant, en passant en revue ce qui s'est passé ce jour-là et en enquêtant en profondeur, nous serons en mesure de découvrir la série d'erreurs qui ont exposé l'Amérique face à l'attaque la plus dévastatrice sur le sol américain dans l'histoire du pays. Un an après les attentats. Merci à tous d'être venus. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le président George W. Bush fomente la commission 911. Aujourd'hui, j'ai signé une loi du Congrès autorisant une commission nationale à enquêter sur ce qui s'est passé le 11 septembre. Vous ne pouvez pas être dans les forces de sécurité tant que je le suis et ne pas souffrir pour ce qui s'est passé le 11 septembre. Je me souviens de ce jour en pensant, que s'est-il passé ? Et cette question m'obsédait. L'Amérique dépense des milliards de dollars en systèmes de renseignement et en systèmes militaires pour protéger le pays. Près de 2 ans avant les attentats, une opération de surveillance de la CIA au Yémen a déterminé que 2 des pirates de l'air, Al-Midar et Al-Hashmi, avaient des liens terroristes. Janvier 2000, quelques mois plus tard, la CIA a localisé Midar à Dubaï. Des agents sont entrés dans sa chambre d'hôtel. Une réunion a eu lieu en Malaisie et l'agence les a suivis. Mais alors ils ont perdu la trace. Jusque-là, le système avait fonctionné. La CIA avait identifié une menace étrangère contre les États-Unis. Cependant, c'est là que l'intrigue glisse entre les mailles du système de renseignement états-unien. Si Al-Midar utilisait son visa pour opérer sur le sol états-unien, cela devenait automatiquement la responsabilité du FBI. Mais jusqu'à l'arrivée du MIL aux États-Unis, la CIA gardait secret son intérêt pour lui et ne divulguait aucun détail sur son affaire. Le manque de communication entre les agences était une question politique. Il y avait le mur sur lequel les agents chargés de l'enquête étaient séparés des agents chargés de faire respecter la loi. Avant le 11 septembre, les preuves recueillies lors de missions de surveillance ou d'espionnage n'étaient pas admissibles devant un tribunal américain. La vérité était que la loi était une excuse pour ne pas partager l'information. En février 2000, 19 mois avant les attentats du 11 septembre, Al-Midar et Al-Hashmi ont emménagé dans un appartement à San Diego, en Californie. Les agents de la CIA savaient que Mirjar et Al-Azmi étaient dans le pays, mais ils ne contrôlaient pas tous leurs mouvements. C'était le travail du FBI, mais l'agence ne savait même pas qu'ils étaient dans le pays. Si les choses s'étaient passées mieux, le FBI aurait su qu'il devait les surveiller, mais il ne l'a pas fait, donc quand ils sont entrés dans le pays, ils sont passés inaperçus. Des agents de la CIA montrent à leurs collègues du FBI des photos de liens avec Al-Qaïda, dont Al-Mirjar. Le FBI veut en savoir plus. Mais le monde est là. Le FBI ne connaissait pas de données importantes à la frustration de ses agents. Bien que la menace soit réelle, le système rend impossible une lutte efficace.
Nous savions qu'Al-Qaïda planifiait quelque chose et que ses agents étaient des gens connus. Deux hommes ayant des liens avec Al-Qaïda se trouvaient aux États-Unis. Mais la CIA ne partage pas leurs données. Sans plus d'informations, des agents du FBI tentent de retrouver des hommes d'Al-Qaïda. Mais il n'a qu'un seul agent dédié à l'affaire. Il ne trouve ni Al-Miljar ni Al-Azmi. Savoir que ces deux personnes résidaient aux États-Unis aurait été d'une grande aide pour le FBI. Le 11 septembre. 2 heures avant la catastrophe. 5 hommes embarquent à bord du vol 11 d'American Airlines à destination de Los Angeles. 3 sont choisis par le système de surveillance des passagers, ou CAP. L'algorithme le sélectionne en fonction de facteurs tels que l'âge, la nationalité et les itinéraires pour identifier les individus à haut risque. Si un passager avait été choisi par les CAP, ce jour-là, nous aurions dû examiner plus en profondeur, vérifier son itinéraire et sa destination, voir ce qu'il transportait dans ses bagages. Elle n'était pas considérée comme une arme dangereuse. Au cours des 45 minutes suivantes, 14 autres pirates de l'air embarquent sur 3 vols dans différentes villes du nord-est des États-Unis. 3 autres sont sélectionnés par les chapeaux et plusieurs d'entre eux portent également des couteaux qu'ils peuvent embarquer en toute sécurité. Personne n'était préparé à une attaque mortelle dans les airs. Et une fois dans les airs, les pirates de l'air ont juste dû prendre le contrôle de l'avion. 32 minutes avant le premier coup. Les pirates de l'air partent. Si les pirates de l'air avaient demandé l'accès au cockpit, la procédure était alors de les laisser entrer. La théorie était que nous ne voulions risquer la vie de personne. Encore une fois, la théorie n'envisage pas les missions suicides. Les 19 pirates de l'air prennent 4 avions de passagers et les transforment en missiles habités. À partir de ce moment, ni les compagnies aériennes ni les contrôleurs ne peuvent rien faire pour les arrêter. La dernière ligne de défense est l'armée américaine, l'armée de l'air la mieux équipée au monde. Mais s'ils vont attaquer, ils doivent savoir qu'il s'agit d'une menace. L'enquête de John Farmer se concentre sur la façon dont l'armée agit dans les enlèvements. Si nous suivons les règles à la lettre, les contrôleurs aériens auraient dû appeler les contrôleurs militaires à Washington et après plusieurs communications l'envoi des chasseurs aurait été autorisé. Si ce protocole avait été suivi le 11 septembre, les chasseurs seraient toujours au sol bien après que le 4e avion se soit écrasé. Ce jour-là, le protocole a été sauté. 9 minutes avant la catastrophe. Farmer découvrit que si la bureaucratie empêchait la communication entre le FBI et la CIA, les contrôleurs ignoraient toutes les règles. Ils étaient tellement inquiets qu'ils appelèrent la base aérienne locale à Rome, New York. Oui, juste un instant. Le colonel Bob Marr doit contrôler la situation. 8 minutes avant la catastrophe. L'armée a été alertée, mais il n'y a pas de réponse. Marr a besoin d'un ordre de ses supérieurs avant de tout planifier. La réaction rapide des contrôleurs se heurte au mur de la bureaucratie militaire. J'admire ce qu'il a fait parce qu'il a pris une décision qui n'a pas été reflétée par la suite. Marr attend l'autorisation. Quelques minutes plus tard, il parle avec son supérieur immédiat et il décide qu'ils ne peuvent plus attendre. L'ordre d'envoyer des avions est arrivé de New York et le commandant a dit « Je vais obtenir l'autorisation plus tard, nous devons faire quelque chose maintenant ». Quelques secondes avant la catastrophe, Mark ordonne l'envoi de 2 combattants. Depuis la fin de la guerre froide, le temps de réponse des États-Unis a été réduit. Lorsque le premier avion s'est écrasé sur le World Trade Center, les pilotes attendaient toujours l'autorisation de décoller. Les F-15 ont décollé d'Otis 7 minutes après la première attaque. Farmer analyse comment l'armée a réagi aux attaques minute par minute. Ces découvertes sont extraordinaires. Après le premier impact, personne ne savait que ce sont les 11 Américains qui s'étaient écrasés dans le North Tower. Envoyer immédiatement les avions à New York. Parler aux forces aériennes pour dégager les routes. Si nous le trouvons, nous l'intercepterons. Même s'il était encore dans les airs, trouver l'Américain une fois allait être un problème pour les militaires. La procédure a nécessité une collaboration très étroite entre 2 organisations différentes. Il y a un problème de communication parce que les agences n'étaient pas habituées à travailler ensemble. Nous ne pouvions pas appeler avec nos téléphones parce qu'ils étaient programmés pour appeler uniquement des numéros militaires. Nous avons dû parler à tant de gens que nous avons dû créer de nouvelles voies de communication. 9 heures du matin. 2 F-15 se dirigent vers New York. L'idée que les pirates de l'air voulaient utiliser les avions pour une mission suicide n'a pas encore été envisagée. Il était inconcevable qu'un avion s'écrase dans un bâtiment, nous avons donc concentré nos efforts sur la localisation du vol. Ils pensaient l'avoir localisé. Ils l'ont suivi jusqu'à la rivière Hudson et puis il a disparu. Les F-15 parcourent la côte à la recherche d'un avion qui n'existe plus. Et le deuxième avion détourné, l'United 175, est sur le point de s'écraser sur les tours jumelles. En fait, nous ne savions pas qu'il y avait un autre problème jusqu'à ce que nous le voyions à la télévision. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Maintenant, les États-Unis savent qu'ils sont attaqués. Les 2 premiers avions nous ont pris par surprise. Les 2 qui se sont écrasés dans le World Trade Center. Pour l'intercepter. Dans les mois qui ont suivi le 11 septembre, c'était la version officielle du 3e avion détourné. Cependant, la commission sur le 11 septembre révèle la vérité. Les différents paliers de gouvernement se parlaient. Le président a commencé à parler avec le vice-président Richard Clark de la Maison-Blanche. Le problème est qu'ils ne se parlaient pas. Sans ordre clair du département de la Défense, le personnel au sol a fait de son mieux. Ce que nous avons découvert, c'est que l'armée ne savait pas que le 3e avion, l'American 77, avait été détourné.
Juste avant son écrasement, il savait qu'il manquait. Il savait qu'il y avait un avion manquant près du Pentagone, mais il n'y avait aucune confirmation que l'Américain 77 avait été détourné. Quant au United 93, le quatrième avait été détourné. La pression officielle pour que les autorités contrôlent la situation est encore plus forte. Mais lorsque John Farmer passe en revue les rapports militaires, l'histoire change. Farmer découvre dans l'enquête que les hauts fonctionnaires ne prenaient pas de décision sur ce qui se passait sur Terre. Du point de vue du centre de commandement et de moi-même, personne ne savait ce qui se passait. La vérité, c'est que ce jour-là, les autorités n'avaient rien à faire. La triste réalité du 11 septembre est que les seuls qui ont fait quoi que ce soit étaient les civils à l'avant, les contrôleurs, l'équipage et les passagers des avions détournés. Janvier 2000, 20 mois avant les attentats, 2 militants d'Al-Qaïda s'installent en Californie. Mais le manque de communication entre les agences de renseignement fait que le FBI ne sait même pas qu'ils sont dans le pays. 28 août 2000, 14 jours avant les attentats. Dans 3 aéroports de la côte est des États-Unis, 19 pirates de l'air embarquent à bord d'avions. 9 minutes avant les attentats. La seule réponse au détournement vient des contrôleurs aériens de Boston qui sautent tous les protocoles et appellent directement l'armée. 3 minutes avant les attaques. Alors que les autorités s'efforcent de trouver l'Américain une fois que Betty Home tente de transmettre l'information au personnel au sol, mais cela n'aboutit nulle part. Secondes avant les attaques. 17 minutes plus tard, à 9h03, le vol 175 s'écrase dans la tour sud. Le vol 77 s'écrase sur le Pentagone à 9h37, 51 minutes après le premier écrasement. La seule chose qui arrête les pirates de l'air du vol 93 de United Airlines est l'effort héroïque des passagers et de l'équipage. Leur combat se termine à 10h03, dans un champ en dehors de Pittsburgh. Les agences n'ont pas partagé d'informations vitales. Il serait injuste de pointer vers une agence parce qu'une personne du FBI le savait, une autre personne a dit l'autre et une autre a dit qu'il le savait. À mon avis, c'était un échec du gouvernement en général. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous ne pouvions pas imaginer ce qui s'était passé. Et sans instructions précises, l'armée ne pouvait pas intervenir. Il n'y avait pas le temps de faire ce que nous devions faire. Les chasseurs ne pouvaient pas tirer car ils n'avaient pas de cible en vue. Près de 3 personnes sont mortes le 11 septembre 2001. Depuis la tragédie du 11 septembre, les organismes gouvernementaux ont subi des changements spectaculaires. Les agences de renseignement sont désormais obligées de collaborer beaucoup plus entre elles. Les mesures de sécurité dans les aéroports ont été renforcées. Le langage militaire et civil dans le trafic aérien a été unifié pour une meilleure communication. Mais il reste à voir si la leçon a été tirée et si les États-Unis sont en sécurité. Les systèmes sont meilleurs qu'ils ne l'étaient à l'époque, mais cela ne signifie pas que nous sommes protégés contre la prochaine attaque, quelle qu'elle soit.